Le communisme, à mon sens, alors, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une religion en soi, par conséquent, sa transcendance, c'est l'État. Alors, à partir du moment où l'État est Dieu, comment voulez-vous n'être pas complètement soumis à cet État? Ça, c'est un côté profondément pervers et pernicieux qui est plus sensible, nettement plus sensible à gauche qu'à droite. Face à la mondialisation et la déchristianisation, Suzette Santo, ancien député suisse, met en évidence une perte de valeur des Occidentaux. Selon elle, le grand problème que devrait résoudre l'Occident, c'est comment montrer la supériorité des valeurs démocratiques et des valeurs des droits de l'homme face à la Chine communiste. Bonjour Madame Santo. Bonjour Madame. Bienvenue à l'émission Esprit français. Merci beaucoup de votre accueil. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Écoutez, volontiers, en quelques mots. Alors en fait, je suis docteur en droit, j'ai enseigné le droit à l'université de Lausanne pendant 16 ans, enseignant le droit des successions, le droit de la famille, l'introduction au droit. Et à part ça, j'ai aussi eu une activité politique, puisque j'ai été pendant 5 ans au Parlement du canton de Vaud, et ensuite pendant 7 ans au Parlement fédéral, c'est-à-dire au Conseil national, qui était une des deux chambres du Parlement suisse. En fait, c'est vrai que le président Trump, il est anti-parti communiste chinois. En fait, il le considère le communiste chinois est la plus grande menace pour le monde. Je pense que M. Trump avait vu juste en ce qui concerne le danger que la Chine peut représenter pour les pays occidentaux, qui, eux, sont d'une naïveté incroyable, à s'imaginer qu'ils vont pouvoir simplement traiter avec la Chine comme ils traiteraient avec n'importe quelle autre personne, quel autre État occidental. Bon, il se trouve que les régimes communistes sont plus totalitaires que les autres. Il y a une longue histoire à ce sujet et il y a bien des antécédents et l'histoire l'a prouvé. Mais en fait, la vraie problématique, à mon avis, c'est qu'avec la globalisation, la disparition pratiquement des frontières économiques, la facilité de transfert des fonds, de délocalisation, etc., l'économie a pris le pas sur la politique, ou sur le politique, devrais-je dire. L'économique a pris le pas sur le politique. Or, il faut le dire, l'économie est par essence même totalitaire, parce qu'elle a besoin d'une force centrale pour que les choses soient simples, pour que l'on puisse procéder rapidement à des modifications, etc. L'économie n'est pas du tout démocratique. Je crois à la valeur profonde de l'économie de marché, je crois à l'importance de la liberté économique, mais je pense qu'il est fondamental qu'une économie soit ancrée nationalement pour qu'elle soit responsable sous une certaine, comment dirais-je, dépendance politique de la communauté dont elle tire sa première richesse. Or, ce que nous vivons actuellement, et c'est absolument fascinant, et j'en ai d'ailleurs pas de remède, c'est évidemment que pour la Chine, pays communiste, à ma connaissance en tous les cas, donc très totalitaire, appliquer l'économie au sens économie capitaliste, si vous voulez bien, c'est merveilleux parce qu'elle utilise son totalitarisme pour flatter tout ce qui est la faiblesse et les défauts d'une économie capitaliste qui ne serait pas rendue plus éthique par une réflexion démocratique et par le respect des droits de l'homme. Et ça, pour moi, voyez-vous, c'est ce qu'il y a de fascinant, c'est le grand problème, le grand problème que devrait résoudre l'Occident, c'est comment montrer la supériorité des valeurs démocratiques et des valeurs des droits de l'homme, y compris par rapport à l'économie face à la Chine. Et ça, c'est absolument fascinant parce que nous tombons, malheureusement en Occident, dans le piège et dans la tentation de laisser la primauté à l'économie. Donc, de céder à la tentation du totalitarisme. Mais je ne parle même pas de parti communiste, je parle de totalitarisme. Et il se trouve que, c'est vrai, encore une fois, le régime communiste
est la base idéale du totalitarisme. Vous savez, je pense que malheureusement, d'une manière générale, dans les pays occidentaux, les valeurs diminuent, ça incontestablement, parce que c'est probablement dû, à mon avis, à une déchristianisation, mais aussi au développement de la globalisation et au développement de la technique. Parce que la globalisation fait penser aux personnes qu'elles appartiennent à un ensemble et qu'elles ne sont plus responsables par rapport à la collectivité locale. Comment dire, le communisme est basé sur matérialiste. C'est-à-dire, il ne croit pas le Dieu, il ne croit pas Dieu, il ne croit pas l'esprit. Est-ce que vous pensez justement cette chute de morale, il y a aussi cette influence de pensée communiste? Alors oui, alors je suis convaincue qu'au fond, l'homme a besoin de croire en une transcendance. Parce que dans la mesure où il croit en une transcendance, il est responsable devant plus grand que lui. Peu importe le nom que l'on donne à cette transcendance. Bon, je suis personnellement chrétienne, protestante, pratiquante, mais je crois qu'il est très très important que l'homme se sente responsable devant plus grand que lui, et devant un plus grand que lui, devant lequel il est seul redevable de ce qu'il fait. Donc c'est vraiment une relation de confiance, une relation de force aussi, une relation de joie. On ne peut être égaux que devant quelqu'un de plus grand que soi. D'après vous, quels sont des effets négatifs du socialisme ou du communisme pour les pays occidentaux? Le socialisme, comme le communisme plus encore que le socialisme, considère que l'État, c'est en soi quelque chose de magnifique, formidable. Je ne sais pas comment on peut le considérer, puisqu'il est composé de personnes, encore une fois, comme vous et moi. Et par conséquent, on est prêt à lui conférer des tâches et une supériorité à l'être humain, comme s'il était la transcendance. Ça, c'est très troublant. C'est probablement plus fort dans les régimes communistes que dans les régimes socialistes, parce qu'il y a quand même beaucoup de socialistes qui sont aussi chrétiens, pratiquants, ou peut-être encore d'autres religions, et qui croient à une transcendance. Et cela permet d'ailleurs de s'entendre, même si on a des partis politiques différents, parce qu'on est reliés après par une transcendance commune qui nous oblige à nous dépasser. Le communisme, à mon sens, alors, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une religion en soi, par conséquent, sa transcendance, c'est l'État. Alors, à partir du moment où l'État est Dieu, comment voulez-vous n'être pas complètement soumis à cet État? Ça, c'est un côté profondément pervers et pernicieux qui est plus sensible, nettement plus sensible à gauche qu'à droite. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus en plus de l'infiltration communiste en Europe? L'argent est un des moyens d'esclavage les plus inquiétants. Et je pense que la Chine communiste l'a très très bien compris. Je considère que la Chine est extrêmement intelligente. Les Chinois, j'entends le gouvernement chinois, et qu'elle a très bien compris qu'un des grands moyens de réduire les gens en esclavage, c'était l'argent. En fait, le gouvernement chinois ou le régime chinois a beaucoup infiltré dans les instituts internationaux. Oui. Et c'est-à-dire manipuler pas mal d'opinions. Et aussi à travers la route de la soie, on dit, ou les ceintures et la route, il essaye de développer son influence dans le monde entier, mais sous prétexte d'aider les pays en pauvreté. Mais en fait, les pays sont entrés dans les pièges de dette. En fait, c'est tout ça, c'est justement pour contrôler, pas seulement contrôler les peuples chinois, mais contrôler le monde entier. Oui. Alors, il y a incontestablement une volonté expansionniste. Et c'est l'aspect, je dirais que c'est l'aspect inquiétant, particulièrement inquiétant du pouvoir chinois actuel. C'est cette volonté expansionniste, encore une fois, extrêmement intelligente,
et qui sait tout à fait bien quels sont les défauts des Occidentaux et par où on peut les prendre. Et puis les Occidentaux croient chaque fois qu'ils peuvent discuter avec quelqu'un sur pied d'égalité. Ça n'est pas du tout vrai. Ils sont perdants parce qu'ils, bon, au fond, ils ne défendent même pas leurs propres valeurs, les Occidentaux. Et par conséquent, au lieu de dire, ben, vous avez vos valeurs, qui sont peut-être les valeurs dites asiatiques, nous avons nos valeurs qui sont les... Ben, là-dessus, on ne lâche pas. Mais quand il y a un intérêt économique, on finit toujours par trouver quelque chose, et peut-être sans lâcher sur les valeurs. Malheureusement, les Occidentaux lâchent sur leurs valeurs, et ça, je dois dire que c'est quelque chose d'affolant, parce qu'ils se laissent vraiment, vraiment aveugler par la puissance que représente la Chine comme marché, donc par l'intérêt de l'argent. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que l'argent ne devienne pas le maître du monde? Il l'a peut-être toujours été. Hein. Si on lit l'histoire ancienne, on se rend compte que les plus grands malheurs ont presque toujours, les plus grands malheurs des pays ou des populations ont presque toujours été causés par l'argent, le pouvoir. Vous avez entendu qu'en Chine, il y a une persécution pour les pratiquants de Falun Gong. En fait, ce sont des personnes, ils pratiquent cette méthode de bouddhique. Leur croyance est basée sur authenticité, bienveillance et tolérance. Mais les pratiquants de Falun Gong sont persécutés justement en Chine maintenant depuis plus de 20 ans. Or que les pays occidentaux, très peu de gouvernements vraiment comment dire, ouvertement dire la Chine non. Ah, mais personne d'autre n'ose dire non à la Chine, parce qu'on a tellement peur de perdre un marché. C'est ça qui est très inquiétant. C'est ça qui est très, très inquiétant. Mais, alors en effet, on nous dit, et je le crois malheureusement, qu'il y a beaucoup de persécutions en Chine, notamment par rapport à cette tendance philosophico-religieuse que vous évoquiez. C'est absolument atroce. C'est totalement inadmissible. Les persécutions religieuses ont toujours été admissibles, mais comme toutes les inadmissibles, pardon, malheureusement, c'est vrai qu'elles ont lieu périodiquement. Ici, je dirais que ça n'est pas la persécution du tout à la façon chinoise, mais c'est le mépris. Il y a énormément de mépris. Beaucoup de personnes se croient très fortes parce qu'elles peuvent exprimer du mépris à l'égard des personnes qui ont une religion. Donc la Chine communiste sera très contente de voir la moralité dans les pays occidentaux chute aussi parce que du coup, on est propre dans l'égalité. Oui, moi je pense qu'ils ne sont pas du tout fâchés de constater que malheureusement l'Occident n'ose pas défendre ses valeurs. Ça, j'en suis convaincue. Et qu'ils savent très très bien, enfin quand je dis ils savent, les responsables politiques et économiques, hein, je n'accuse pas du tout l'ensemble de la population chinoise, qui n'a évidemment pas son mot à dire, mais ils doivent constater avec beaucoup de plaisir que l'Occident ne défend pas ses valeurs. Il crie de temps en temps, et puis en plus, on ne veut même pas entendre quand on dit, mais il y a des organisations internationales, comme par exemple l'OMS, mais d'autres encore, qui sont tout à fait noyautées par la Chine. Non, on pousse des cris de vierge effarouchée comme si c'était une nouvelle qu'on ne devait pas donner parce que ce serait mal vu. Je pense que la plupart des organisations internationales, et en particulier quand elles sont dites humanitaires, ne sont pas vraiment honnêtes. Politique de gauche, souvent des sujets comme les allocations familiales, des aides de l'État pour des impôts très élevés. En fait, tout ça, c'est encourager en gros les personnes à prendre moins de responsabilités. C'est le gouvernement qui donne plus en plus de, comment dire, au niveau de salaire, au niveau de alimentation, c'est-à-dire l'État peut leur fournir en gros maximum ce qu'il peut fournir. Du coup, ça peut créer une tendance devient un totalitarisme parce que c'est l'État qui fournit tout au peuple. Ah, du pain et des jeux. Hein. Du pain et des jeux, disaient les empereurs romains, ce sera une façon de les faire tenir tranquilles. C'est clair. C'est le gros problème d'une catégorie d'assistance sociale, je dirais, quand ça devient l'arrosoir général, c'est qu'alors, au fond, il y a une dépendance des fonds publics
Et puis les fonds publics, ce sont quand même toujours les impôts qui les fournissent. Et par conséquent, pour avoir les fonds publics nécessaires à un arrosage général social, si c'est bien le sujet que vous abordez, ben, l'État va être obligé de ponctionner au maximum les personnes qui détiennent des fonds. Et peu à peu, il va supprimer, au fond, toute envie même d'entreprendre, parce que si, lorsque vous entreprenez quelque chose et que peut-être vous faites certains gains parfaitement honnêtes, on vous les vole immédiatement en disant il faut le distribuer à tout le monde, vous ne serez pas très motivé. Et vous allez peu à peu devenir ou révolutionnaire ou alors complètement avachi. Et on sait bien que ça a été un des gros problèmes, notamment de l'URSS et des pays communistes, quand ils ont arrêté d'être communistes, c'est qu'ils n'avaient au fond pas l'esprit d'entreprise. La population ne savait plus faire face à certaines difficultés ou avoir une certaine capacité d'entreprendre. Ça, c'est un aspect très troublant lorsqu'il y a cette espèce de nurserie générale de la population par les autorités. Et pensez-vous que c'est pas une infiltration, justement, infiltration de la pensée du communisme? Parce que justement, c'est ça le communisme. Il essaye de donner quelque chose de irréaliste. Oui, alors vous avez raison, il y a aussi un idéal communiste, qui est un idéal que je ne partage évidemment pas du tout, il faut vous en douter, qui est un idéal apparent de rendre tout le monde heureux en assurant à tout le monde une certaine égalité. C'était exactement d'ailleurs l'idée de l'Empire romain, du pain et des jeux, ils nous fichent la paix, excusez l'expression un peu triviale, comme ça ils ne s'occupent pas du pouvoir et on peut faire ce qu'on veut. Et on estime que si les gens ont à manger et peuvent se divertir, eh bien qu'ils sont alors heureux et que à ce moment-là, on peut les traiter exactement comme des petits animaux, des esclaves. Hein. Ça, c'est le gros danger. Ce gros danger, il existe chez nous, malheureusement. On constate que de plus en plus, la première préoccupation des gens, c'est d'avoir du pain et des jeux, et qu'il n'y a peut-être pas toujours ce sentiment de la responsabilité par rapport à autrui. Mm-hmm. Vous avez déclaré, en fait, en 2015, vous avez dit « Le mariage gay pourra mener à la fin de notre civilisation ». Et pourquoi? Oui, parce que, voyez-vous, la notion de mariage est une notion qui est tout à fait extrêmement ancienne et qui a toujours été envisagée, même quand il y avait de la polygamie d'ailleurs, comme une manière de transmettre soit des biens, soit une civilisation à une descendance. Elle a donc toujours été l'expression d'une volonté de vie, de transmission, d'existence à futur d'une société. Or, évidemment que le mariage entre deux personnes de même sexe ne peut absolument pas assurer cela. À partir du moment où une société est capable d'appeler mariage l'union de personnes de même sexe, elle reconnaît qu'au fond, elle n'a pas besoin de se transmettre plus loin, d'exister plus loin, puisque ça n'est pas possible entre deux personnes de même sexe. Alors que si on conçoit que ce mariage n'est plus le symbole de cette transmission dans l'avenir, dans la société, au fond, ne se projette plus, c'est la fin d'une société. Les gens n'osent de moins en moins de promouvoir les points de vue de conservateurs. Oui, vous savez, qu'est-ce qu'on appelle conservateur? J'ai toujours prétendu que celui qui défendait des valeurs fondamentales était une personne d'avant-garde, parce que ce sont celles qui sont perpétuellement menacées, et on est toujours d'avant-garde quand on défend ce qui est véritablement menacé. Par conséquent, être conservateur, je ne suis pas certaine de savoir ce que cela veut dire. Mais évidemment, c'est un terme utilisé en général pour jeter le discrédit sur des personnes qui essaient notamment de rappeler des valeurs. Je crois qu'il faut absolument tenir et défendre, intelligemment si on peut, mais ça c'est un autre problème, ce que l'on considère comme les valeurs fondamentales qui font de l'homme un être capable, responsable et libre. Or, il n'y a pas de liberté sans responsabilité, mais il n'y a pas non plus de responsabilité sans valeurs fondamentales. Et appelons conservateurs ceux qui veulent défendre ces valeurs fondamentales.
Ça fait plaisir aux uns. C'est juste dommage parce que malheureusement, on traite de conservateurs quelquefois aussi des personnes qui restent attachées à leurs privilèges. Il n'y a pas plus conservateur, excusez-moi, avec un président communiste qui veut être élu à vie. Est-ce que d'après vous, justement, ça c'est parce que la majorité des médias sont de gauche, c'est pour ça qu'il a donné cette étiquette pour les personnes qui défendent des valeurs fondamentales? Écoutez, encore une fois, je crois qu'on a les médias qu'on mérite, évidemment, dans la mesure où une population a peut-être, malgré tout, une tendance à être plutôt à gauche, elle aura des médias plutôt à gauche, et puis quand quelqu'un essaie peut-être de placer un mot un petit peu plus, comment dirais-je, respectueux des valeurs, eh bien, il va passer pour conservateur. En fait, l'année 2020, c'est assez étrange pour nous tous. Déjà, d'abord, il y a cette pandémie qui dure très long. Et après, il y a cette élection qui est remplie de fraude et la manipulation. En fait, il y a certains Français qui disent nous sommes à un tournant de la fin d'une civilisation occidentale. L'histoire la plus terrible de l'humanité. Que ce soit peut-être le crépuscule d'une civilisation. Il y a les Grecs ont disparu, les Romains ont disparu, les Phéniciens ont disparu, les Sumériens ont disparu. Peut-être que la civilisation occidentale est en voie de disparition, mais je ne sais pas comment les Romains ont vécu la fin de l'Empire romain, et je ne sais pas comment nous sommes en train de vivre, peut-être, la fin de l'Empire occidental. Avant de conclure notre interview, quel est votre vœu pour 2021? Je souhaite que l'ensemble de la population du monde prenne le courage de vivre, l'envie de vivre et la volonté de vivre en reconnaissant une transcendance devant laquelle il est responsable. Merci beaucoup, Madame Santo. Merci à vous, Madame, de votre accueil et de votre patience.